Avant les algorithmes, avant même le clic de la souris, la finance, ça avait un son, un bruit en fait. Le son de centaines de voix qui hurlent des ordres d'achat, de vente. C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui, cette transformation, ce passage incroyable d'une arène physique, un vrai chaos, à l'univers silencieux et numérique de nos écrans. Alors, écoutez bien ça, c'est quand même incroyable. Imaginez un métier où tous les soirs, il faut s'entraîner à crier devant son miroir. C'était ça, la réalité pour un trader. Et cette citation de Leo, un vieux de la vieille de la bourse de Chicago, elle nous met direct dans l'ambiance. Dans ce monde de la finance d'avant, un monde totalement physique, où la voix, c'était l'outil numéro 1. Première partie, le vrombissement de la corbeille, une expérience corporelle totale. Oui, parce qu'avant 1986, faut bien comprendre, les marchés financiers, c'était pas des réseaux de fibre optique, c'était des arènes, des sortes de fosses où la compétition se jouait à coups de décibels, à coups de gestes, un monde où tout le corps était engagé dans la bataille. Le trading, c'était vraiment une expérience sensorielle, définie par le bruit, la couleur, le chaos ambiant. C'est ce qu'on appelait le système de la criée. Alors oubliez les graphiques super complexes sur 12 écrans. À l'époque, l'info, elle passait par des cris, par une espèce de chorégraphie de signes avec les mains. La technologie, en fait, c'était ça, le corps humain, poussé à ses extrêmes limites pour acheter et vendre des millions en une poignée de secondes. Et au milieu de tout ça, surtout à la Bourse de Londres, il y avait une règle d'or, une règle très stricte, la capacité unique. En gros, il y avait deux équipes qui ne devaient jamais se mélanger. D'un côté, les stockbrokers, les courtiers, eux, ils prenaient les ordres des clients. De l'autre, les stockjobbers, qui étaient les teneurs de marché. C'est eux qui possédaient les actions et qui assuraient qu'il y ait toujours quelque chose à vendre ou à acheter. Et on ne pouvait pas être les deux à la fois. C'était une façon de mettre un peu d'ordre dans ce chaos, mais ça créait aussi une sorte de club très, très fermé. Et ce qui est dingue quand on y pense, c'est à quel point c'était physique. Presque un sport de contact. Chaque partie du corps était une arme, une stratégie. Les mains, paumes vers l'intérieur pour acheter, vers l'extérieur pour vendre. La voix, qui devait être forte, mais jamais paniquée. Et même la taille. Certains mettaient des talonnettes dans leurs chaussures pour paraître plus grands. Les plus petits, comme ce trader Victor, devaient carrément sauter sur place pour se faire voir et entendre. Le corps, c'était pas juste un truc qui portait le cerveau, non. C'était un instrument, un outil pour interpréter le marché à toute vitesse, de manière super instinctive. Deuxième partie, le Big Bang de Londres. Le jour où le monde a changé. Et c'est pas une exagération. Imaginez tout cet univers physique, ce bruit, ces gestes, tout ça a été pulvérisé en une seule journée. L'événement porte un nom qui est juste parfait, le Big Bang. Alors attention, ça n'a pas été un accident, c'était une décision politique, économique, mûrement réfléchie. Tout commence en 83, avec un accord entre le gouvernement de Thatcher et la Bourse de Londres pour déréguler tout ça. Et la date est fixée, 27 octobre 1986. Ce jour-là, on a littéralement débranché l'ancien monde et allumé le nouveau, le monde électronique. Et juste après, bien sûr, un tout nouvel environnement réglementaire a vu le jour. Le Big Bang, en fait, il repose sur 3 piliers, 3 changements énormes. Le premier, la fin des commissions fixes. D'un coup, les frais sont devenus négociables et ça a déclenché une guerre des prix monstrueuse. Deuxième pilier, l'abolition de cette fameuse capacité unique. Fini la séparation entre courtiers et teneurs de marché. Les grosses banques pouvaient maintenant tout faire. Et enfin, le troisième, le plus spectaculaire, on est passé des cris aux clics. Le trading à la criée a été remplacé par des systèmes électroniques. C'est le moment où la technologie a vraiment pris le pouvoir. Troisième partie, le monde sur un écran. Du chaos au clic. Bon, maintenant voyons un peu à quoi ressemble ce monde d'après. Parce que passer de la corbeille à l'écran, ça n'a pas juste changé les outils, ça a complètement transformé l'expérience du trading. Et là, la rupture est totale. C'est vraiment le jour et la nuit. Avant 86, on avait ce vrombissement constant, l'information qui passait par les corps, les voix, on connaissait ses concurrents, on les voyait. Après 86, c'est le silence. Le son, c'est les clics de clavier, parfois des sons de jeux vidéo pour les alertes. L'info, c'est juste de la donnée brute sur un écran. Et les concurrents, anonymes, invisibles, des chiffres. L'image est vraiment forte. Des salles de marché immenses, remplies de cette lueur un peu froide, bleutée, des écrans d'ordinateur. Et des traders assis, en silence, pendant des heures. Ils sont là, isolés les uns des autres, le regard fixé sur l'écran. C'est fini le bruit, l'interaction physique. Le boulot est devenu solitaire. C'est une conversation entre un humain et sa machine. Quatrième partie, décoder les nombres ambigus, l'art de l'interprétation. Alors, la grande question c'est, est-ce que ce passage à l'écran a vraiment rendu le marché plus simple, plus rationnel ? C'est là que ça devient super intéressant. On quitte un peu l'histoire pour faire de l'anthropologie du trading. L'idéal, le rêve derrière ces marchés électroniques, c'était d'atteindre ce qu'on appelle la transparence informationnelle. L'idée est simple. Sur l'écran, les chiffres sont des faits. Purs.
objectif. Tout le monde voit la même chose au même moment, donc la compétition est censée être parfaite. Et du coup, l'interprétation humaine n'est plus nécessaire. Mais voilà, est-ce que les chiffres sur un marché qui bouge à toute vitesse sont vraiment si simples que ça? Est-ce qu'on peut vraiment réduire la finance, même la plus moderne, à des faits bruts? La réponse, évidemment, est un peu plus compliquée. Et ça nous amène à un concept clé, celui des nombres ambigus. C'est une idée qui vient d'une anthropologue, Kathleen Zaloom. Pour elle, les chiffres sur un marché ne sont pas des faits gravés dans le marbre. Ce sont plutôt des évaluations temporaires, fluides, qui bougent tout le temps. En gros, ce ne sont pas des réponses, ce sont des questions. Et elles exigent d'être interprétées. Il y a une anecdote qui illustre ça parfaitement. Un jour, sur le marché de l'euro, un gros ordre arrive de Citibank. Le marché s'envole. Tous les traders se jettent dessus en pensant que c'est Citibank qui est en train d'acheter massivement. En réalité, c'était la banque centrale. Ils ont compris bien après. Ça montre bien que dans le feu de l'action, le pourquoi ça bouge importe beaucoup moins que le fait que ça bouge. On agit d'abord, on comprend après. 5e et dernière partie, le fantôme dans la machine, retrouver le social dans l'écran. Bon, si tous les indices sociaux, les visages, les voix ont disparu, que s'est-il passé? Eh bien, comme on dit, la nature a horreur du vide. Les traders, face à leurs écrans anonymes, ont fait ce que les humains font toujours. Ils ont commencé à recréer du lien social, à inventer des histoires pour donner un sens à tout ça. Et c'est comme ça que des personnages fantômes sont apparus. Quand ce trader dit « le spoofer sait ce qu'il fait, il est bon, c'est un vrai trader, ça doit être un gars de l'Essex », il ne parle pas de quelqu'un de réel, il parle d'une figure qu'il imagine. Le spoofer, c'est ce trader fantôme, ce manipulateur invisible qui place des ordres gigantesques juste pour tromper le marché. En lui donnant un nom, une origine, on lui donne une personnalité, une intention. Et ce n'est pas le seul personnage. Les traders ont carrément construit tout un casting pour peupler ce champ de bataille imaginaire. Il y a le fameux spoofer, mais il y a aussi les Allemands, qu'on imagine rigides et inflexibles le matin. Et puis après 13 heures, heure de Londres, c'est Chicago qui débarque. Des spéculateurs perçus comme super agressifs et très forts. Ils ont complètement repeuplé ce désert numérique. Ils ont transformé des flux de données abstraites en une véritable bataille entre personnages. Au fond, ce que les économistes appellent froidement une marche aléatoire, un mouvement de chiffres sans logique apparente, eh bien les traders, eux, le transforment en récit, en histoire de compétition. La conclusion, c'est que la technologie n'a pas du tout supprimé le besoin humain de contexte social. Pas du tout. Elle l'a juste forcé à se réinventer. Ces histoires, elles transforment le bruit du marché en quelque chose de compréhensible. Avec des gentils, des méchants, des stratégies, c'est une manière de remettre un peu d'humain au cœur de la machine. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question pour le futur. Aujourd'hui, avec le trading à haute fréquence, les décisions sont prises en microsecondes par des algorithmes. Alors ce fantôme dans la machine, ce besoin de raconter des histoires, est-ce qu'il devient plus fort ou plus faible ? Est-ce que ce besoin de créer des récits sociaux va finir par disparaître, ou est-ce qu'au contraire, il devient encore plus vital pour que les humains arrivent à garder un semblant de compréhension du monde incroyablement complexe qu'ils ont eux-mêmes créé ?